Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle édition du Journal de l'Environnement. Voici le sommaire. L'érosion côtière menace les côtes du Brésil. Le pays qui va accueillir les travaux de la prochaine conférence des parties sur le climat COP30 souffre de ce mal et nous en parlerons dans ce journal. Le Maroc veut sortir les grands moyens face à la crise hydrique. Le Royaume va construire 200 stations mobiles de dessalement d'eau de mer d'ici la fin de cette année dans les zones rurales. Au Togo, la forêt sacrée de Tiavadé dans la région centrale est désormais dotée d'un plan officiel de gestion et de protection. Ce plan a été validé la semaine dernière au cours d'un atelier qui s'est déroulé dans la ville de Sokodé. Voilà, c'est tout pour le sommaire. Soyez les bienvenus. La forêt sacrée de Tiavadé, située dans la commune de Tchaoudjon 1 dans la région centrale du Togo, dispose désormais d'un plan de gestion et de protection. Le document a été approuvé vendredi dernier par les acteurs locaux au cours d'un atelier. L'objectif de ce plan est de renforcer la résilience des écosystèmes tout en améliorant les conditions de vie des populations locales. Irène Papadina nous en dit plus dans cet élément. La société coopérative simplifiée Albarkascope a procédé la semaine dernière à la validation officielle du plan de gestion de la forêt sacrée de Tiavadé, située à 8 km au nord-est de la ville de Sokodé. Ce manuel de planification s'inscrit dans le cadre du projet Appui à la gestion durable de la forêt sacrée et à l'autonomisation des femmes et jeunes de Tiavadé. Financé par le programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial, le projet est le fruit d'une coopération entre le Togo et le Programme des Nations Unies pour le développement. Évalué à 228,8 millions de francs CFA, le plan de gestion détaille les actions prioritaires à mener pour restaurer, protéger et exploiter durablement la forêt sacrée. Il repose sur plusieurs axes, dont la gestion participative, la mobilisation communautaire et la restauration écologique. Avant sa validation, les participants à l'atelier ont apporté leur contribution pour affiner le document. L'atelier a également servi de cadre à l'auto-évaluation finale du projet. Les résultats sont encourageants. L'ensemble des activités prévues a été exécuté, soit un taux de réalisation de 100%. En 2 ans, le projet a permis l'enrichissement de la forêt par des essences locales, la mise en place d'un musée communautaire pour la conservation des objets culturels, l'appui à 200 femmes et jeunes membres de l'organisation de producteurs forestiers agricoles à travers des activités génératrices de revenus basées sur les produits forestiers non ligneux, la dotation en équipement de transformation, la formation sur la gestion durable de l'eau, l'agroécologie et le maraîchage. Pour Issifou Abdoulaye, président de la SCOP Albarka, ce projet vient renforcer les efforts du gouvernement togolais dans le cadre de son ambition de planter 1 milliard d'arbres d'ici 2030 et de contribuer à la séquestration du carbone. Les éleveurs de la région des savanes au nord du Togo font face actuellement à une sécheresse inhabituelle. Pour y remédier, ils mettent en place plusieurs mesures et méthodes. Quelles sont les stratégies adoptées? Élément de réponse avec Léonce Sabo. Les éleveurs des savanes prennent de nouvelles mesures pour faire face à la sécheresse. Les légères pluies qui arrivent au centre-nord de Dapaon représentent pour eux un oups de soulagement car elles annoncent la saison pluvieuse tant attendue qui ne va plus tarder à mouiller le sol poussiéreux de cette région. Mais l'un des bergers anticipe sur la situation car la sécheresse perdure comme les années antérieures. Il explique que lorsque les troupeaux de bœufs s'exposent à la chaleur et à la sécheresse, il faut leur procurer autant de pâturage que d'eau. D'autres éleveurs comme lui dans les savanes, lieu emblématique de l'élevage au Togo, s'adaptent au changement climatique avec toutes les difficultés. Les précipitations sont rares tandis que la sécheresse et la désertification gagnent du terrain. Ce criard phénomène agit sur la disponibilité des verts pâturages favorables au bétail. Pour les éleveurs de petite taille, semer l'herbe sous forme de pâturage, c'est répondre aux besoins des animaux domestiques. Mais le défi semble plus énorme quand il s'agit des bœufs. Un vendeur au marché de bétail de Saint-Cassé révèle que certaines variétés de plantes fourragères, comme le céil cédras, les manguiers et les arbres fruitiers, peuvent supporter des conditions sévères et pousser sur des sols peu fertiles, tout en réduisant l'impact environnemental de l'élevage.
Les espaces verts étant de plus en plus difficiles à trouver pour paître les animaux dans la grande agglomération de Saint-Cassé, les éleveurs se sont donc associés à ceux du Ghana qui leur fournissent du fourrage sous forme de compléments alimentaires en bloc alléché. Ils les mélangent avec les feuilles sèches, les tiges d'arachide et du mil pour engraisser le bétail. Dans la ville de Dapaon, ces éleveurs collaborent avec les jardiniers qui offrent l'opportunité de s'abreuver à la mare d'eau du barrage. Ils peuvent également s'alimenter du reste des jardins de carottes, de piments et de tomates. Cette situation permet d'assurer un élevage pacifié avec les jardiniers dans un contexte de chaleur. Les éleveurs ont ainsi su contourner les aléas naturels pour continuer l'exercice de leur passion en attendant les premières pluies et de nouvelles herbes. L'Université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal et l'Institut des sciences de l'environnement ont récemment organisé une conférence basée sur la réforme des financements climatiques au Sénégal. L'objectif de la dite conférence était de permettre un financement fiable des projets énergétiques sans compromettre l'avenir économique des nations les plus vulnérables. Irène Papaidina pour les détails. Alors que la transition énergétique s'impose comme un enjeu mondial, les pays en développement comme le Sénégal subissent de plein fouet une injustice climatique criante. Bien qu'ils soient les moins responsables du réchauffement planétaire, ils endurent les conséquences les plus dramatiques. Lors d'une conférence organisée à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, en partenariat avec l'Institut des sciences de l'environnement, Mariam Diop, responsable des programmes d'Oxfam au Sénégal, a insisté sur l'urgence de repenser le financement de cette transition afin que cette dernière soit équitable, inclusive et adaptée aux besoins réels des communautés concernées. Elle appelle à une collaboration renforcée entre les secteurs publics et privés, ainsi que la société civile, afin de porter un plaidoyer solide étayé par des données concrètes pour reformer l'architecture financière mondiale. Les propositions avancées ne se limitent pas à un simple cadre théorique. Elles offrent une feuille de route pour un avenir énergétique plus vert et plus durable. Parmi les priorités, la sensibilisation du secteur privé local aux opportunités d'investissement vert et l'accompagnement de sa mutation apparaissent comme des leviers essentiels. L'avenir du Sénégal et de bien d'autres pays en développement repose sur une transition équilibrée où aucun acteur n'est laissé de côté. En définitive, la lutte contre le changement climatique ne sera efficace que si elle s'appuie sur des principes de solidarité et d'équité. Le temps est venu d'agir pour une transition énergétique qui ne laisse personne sur le bord du chemin. Le Maroc met en place des stratégies visant à lutter contre la rareté de l'eau sur son territoire. Dans cette dynamique, un projet de construction de 200 stations mobiles de dessalement d'eau de mer a été lancé. Ces installations permettront de fournir de l'eau potable à 3 millions de personnes dans les zones rurales. Rafi Tombereko pour plus de précision. Le Maroc ne ménage aucun effort face à la sécheresse persistante qui gangrène le pays. Un nouveau projet de construction de 200 stations de dessalement de l'eau de mer vient d'être lancé pour renforcer la sécurité hydrique, notamment dans les zones rurales. Prévu pour la fin de l'année 2025, ces unités viendront alimenter environ 3 millions d'habitants. Elles seront équipées d'une technologie et d'une mobilité performantes capables de produire jusqu'à 360 à 36 000 mètres cubes d'eau par jour. Elles peuvent également traiter et dessaler simultanément l'eau de mer malgré la quantité de minéraux que contient celle-ci. Ces nouvelles stations de dessalement viennent s'ajouter aux 40 stations mobiles opérationnelles existantes, ce qui permet de diversifier les sources d'eau et de garantir une distribution régulière d'eau potable, notamment dans les régions souffrant d'un déficit chronique en ressources hydriques. La mise en service de ces unités démontre la volonté des autorités marocaines d'assurer une couverture complète des besoins en eau potable dans le pays et leur engagement face au changement climatique et à leurs effets sévères. Toujours au Maroc, la demande croissante en énergie a amené l'Office national de l'électricité et de l'eau potable à lancer un vaste projet de construction de 3 centrales à gaz naturel. Ces centrales auront une capacité comprise entre 300 et 450 MW et d'après les prévisions,
Les travaux sont prévus pour être terminés au terme de l'année 2026. Retrouvons Rassitou Mbéreko. Confronté à une demande croissante d'électricité, le Maroc ambitionne de mettre en place de nouvelles stratégies visant à améliorer son secteur énergétique. Pour ce faire, l'Office national de l'électricité et de l'eau potable a initié un projet de construction de 3 centrales thermiques au gaz naturel dans le pays. Avec une capacité totale comprise entre 300 et 450 MW, ces centrales seront installées respectivement dans les villes de Mohamedia, Kenitra et Ain Beni Matar. Chaque centrale sera équipée de moteurs à combustion interne alimentés en gaz naturel sous forme liquéfiée. La puissance de chaque site sera répartie sur plusieurs modules redondants, garantissant ainsi une grande fiabilité d'exploitation, même en cas de conditions climatiques difficiles. Le projet permettra de concevoir, fournir et construire des installations à la fois performantes et respectueuses de l'environnement. Il vient renforcer un parc de production déjà en pleine mutation, marqué par l'essor des énergies renouvelables. Selon l'Office national de l'électricité et de l'eau potable, ce projet traduit une volonté claire, celle d'assurer la sécurité énergétique du pays, tout en s'engageant résolument dans une trajectoire de transition vers un modèle bas carbone. Il offrira un équilibre ambitieux entre performance technologique, exigences environnementales et souveraineté énergétique, a-t-il notifié. Les travaux de réalisation de ces infrastructures seront attribués à des entreprises de renommée mondiale spécialisées dans la fabrication de moteurs à combustion interne et seront finalisés d'ici 2026. Le Brésil accueille en novembre prochain la 30e édition de la conférence des parties sur le climat COP30 dans la ville de Belém. Mais le pays, à l'instar des autres du monde entier, est confronté à des défis environnementaux majeurs tels que l'érosion côtière. Dans cet élément qui va suivre, nous vous présentons l'état d'avancement de l'érosion sur le littoral brésilien. Suivez. Le Brésil, pays hôte de la 30e conférence des parties COP30 sur le climat en novembre prochain, dans la ville amazonienne de Belém, fait face à une augmentation préoccupante du niveau de la mer. Selon les prévisions de l'ONU, le réchauffement climatique aggravera la hausse du niveau de la mer. Dans le village d'Antafona, situé au nord-est de l'état de Rio de Janeiro, par exemple, le niveau augmentera de 21 cm d'ici 2050. Cette localité vit l'une des plus graves catastrophes environnementales au monde qui est l'érosion côtière. Chaque année, la mer prend du terrain en moyenne de 6 mètres. Les maisons sont rongées par les eaux et les rues englouties par le sable. Ici, il y avait 7 ou 8 maisons devant la mienne. Il y avait une avenue et beaucoup de sable. Ma mère a déjà retiré toutes les affaires 5 fois en pensant que la mer allait emporter la maison. Mais on les remet toujours. On garde espoir, surtout qu'on le voit bien. Les rochers font effet. Mais nous sommes dans une situation délicate. Les dégâts sont assez considérables car plus de 2 millions de personnes dans le pays seraient touchées à long terme par l'élévation du niveau de la mer. C'était toutes mes archives. Je vois que tout est déchiré et détruit. À Santos, dans l'état de Sao Paulo, la mer cherche des moyens qui permettront d'anticiper et d'éviter les catastrophes économiques et humaines. Avant, à cet endroit, il n'y avait que des pilotis. C'était une aire vulnérable, sensible aux événements climatiques extrêmes, aux incendies, aux inondations. Donc la mairie a aussi fait tout un travail de récupération de la végétation. La mangrove aide à amortir la force de l'eau. Avec le changement climatique, l'augmentation du niveau de la mer est une conséquence inévitable. Donc la mangrove fonctionne comme une barrière naturelle pour la ville. Toutes les actions de notre gestion sont alignées avec les objectifs de développement durable de l'ONU. Elles ne sont pas seulement inscrites sur le papier, mais ancrées dans nos lois locales. C'est un engagement important. Il faut que les pouvoirs publics reconnaissent la crise et ils doivent être les premiers à la reconnaître. Mais les experts recommandent d'autres alternatives plus résilientes. Je défends l'idée de la revitalisation et de la revégétalisation de l'écosystème du littoral pour lutter contre l'érosion, plutôt que la mise en place d'une structure rigide qui tôt ou tard va présenter des failles et va avoir besoin d'entretien. Un délai de 15 ans a été fixé
pour accomplir le projet de reconstruction de la favela de la ville de Santos, qui est la zone la plus touchée. Le maire invite les autorités à reconnaître et à considérer cette alarmante crise à l'approche de la COP30. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de votre aimable attention, excellente suite de nos programmes et bonne fin de semaine à tous. Green TV International, we revive environments. Rendre vos enfants clean, chic et élégants, une seule référence à lui, c'est Katimini Kids. Katimini Kids est une boutique de prêt-à-porter pour des nouveau-nés et enfants. Vous y trouverez des chemises, des robes, des pantalons, des shirts, des t-shirts, des chaussures, des chouchous, des jouets et bien d'autres encore. Katimini Kids se situe sur le boulevard Circulaire, en face de l'ancien immeuble de la Lunato. Contact plus 228 90 04 17 03, plus 228 87 16 46 46.